On connaît tous cette frustration, pas vrai? On roule sur une route flambant neuve, l'asphalte est parfaitement lisse, et puis, bam, à peine un an plus tard, on slalome entre les nids de poules, les fissures et les déformations. C'est un phénomène qu'on observe un peu partout sur le continent africain, cette dégradation ultra rapide des infrastructures routières. Alors on se pose forcément la question, pourquoi ça arrive si souvent? Est-ce que c'est juste la faute du climat, ou y a-t-il un problème structurel beaucoup plus profond? Aujourd'hui, dans notre décryptage, on va laisser les rumeurs de côté. On va regarder ça sous l'angle de la science pure pour vraiment comprendre le cycle de vie et de mort prématurée d'une route. Et pour nous guider là-dedans, on s'appuie sur le travail de Kwaku Yao Stanislas, à travers ses excellentes chroniques du génie civil. Ce qui est super avec son approche, c'est qu'elle nous ramène strictement à la réalité objective du génie civil. Pas de politique, pas de débat partisan qui pollue souvent ce genre de sujet. On reste neutre et on se concentre à 100% sur la physique, la chimie et la mécanique des matériaux. En fait, Stanislas nous offre une véritable radiographie de ces défaillances. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, notre petite autopsie d'une route va se diviser en 4 grandes étapes. D'abord, les études préliminaires. Ensuite, le choix des matériaux. Puis les défauts au moment de l'exécution. Et enfin, le gros point noir, le manque d'entretien. Gardez bien en tête que si un seul de ces maillons lâche, c'est absolument toute la structure qui s'effondre. On attaque donc avec la première étape, les études préliminaires. En gros, tout ce qui se passe avant même le premier coup de pioche. C'est fou! Mais la mort d'une route commence souvent bien avant l'arrivée de la moindre pelleteuse sur le chantier. Construire à l'aveugle, c'est littéralement signer l'arrêt de mort du projet d'entrée de jeu. Il y a 3 études qui sont absolument non négociables. Numéro 1, l'analyse du sol. Construire sans vérifier la portance du terrain, c'est exactement comme bâtir une superbe villa sur des sables mouvants. Ça ne tient pas. Numéro 2, l'évaluation du trafic. Si on conçoit une route pour des petites citadines et qu'elle se retrouve écrasée tous les jours par des camions surchargés de 40 tonnes, elle va être pulvérisée. Et enfin, numéro 3, les conditions climatiques. S'il y a des pluies torrentielles dans la région, il faut prévoir un drainage spécifique. Si on sous-évalue un seul de ces 3 paramètres, je vous garantis que les ennuis en surface vont pointer le bout de leur nez en quelques années seulement. Passons à notre deuxième point critique, le non-respect des normes des matériaux. Autrement dit, les ingrédients de notre route. Vous pouvez avoir les meilleurs plans d'ingénierie du monde, s'ils sont réalisés avec de mauvais ingrédients, le résultat sera catastrophique. C'est comme essayer de faire un repas gastronomique avec des produits avariés, ça ne marchera jamais. En fait, une route, c'est comme un immense millefeuille. L'asphalte noir que l'on voit en surface, ce n'est vraiment que la pointe de l'iceberg. Si on regarde de bas en haut, on trouve d'abord la couche de forme, qui vient préparer et niveler le terrain naturel. Juste au-dessus, on a la couche de fondation, qui donne une première grosse résistance mécanique. Et enfin, la couche de base, qui va encaisser directement la pression de la circulation pour la répartir. C'est hyper logique comme système. Chaque couche dépend entièrement de la solidité de celle qui se trouve juste en dessous. Du coup, on comprend vite le problème. Utiliser des matériaux de qualité inférieure, c'est saboter directement la capacité de la route à supporter des charges. Si, pour faire quelques économies de bout de chandelle, on utilise des graviers trop friables pour la fondation, ou si le mélange d'agrégats de la couche de base est mal dosé, eh bien la structure perd toute sa rigidité. Sous le poids des voitures et des camions, ces couches cachées vont finir par s'affaisser. Et si la fondation s'affaisse en dessous, la couche d'asphalte au-dessus n'a tout simplement pas d'autre choix que de se fissurer pour suivre le mouvement. C'est purement mécanique et inévitable. Ce qui nous amène logiquement à notre troisième point, les défauts d'exécution. C'est le moment fatidique de l'assemblage sur le chantier. C'est vraiment là, pendant la construction physique, que le facteur humain entre en jeu. Et malheureusement, c'est aussi là que des erreurs peuvent créer des faiblesses mortelles bien planquées sous le bitume. Le décalage entre la théorie et la pratique est souvent frappant. En théorie, les normes du génie civil exigent un compactage extrêmement lourd et des couches posées avec une épaisseur bien précise. Mais dans la réalité, sur le terrain, on se retrouve très souvent avec un compactage insuffisant et des couches beaucoup trop fines. Que ce soit par manque de supervision rigoureuse ou juste pour aller plus vite, il y a un véritable gouffre entre les règles de l'art et l'exécution réelle. Mais concrètement, pourquoi c'est si grave un mauvais compactage? Eh bien, quand on ne compacte pas assez, on laisse des poches d'air, des petits espaces vides à l'intérieur de la structure. Et là, l'ennemi numéro 1 de la route fait son entrée, l'eau. Quand il pleut, l'eau s'infiltre dans ces fameux vides. Et quand un gros camion roule par-dessus, la pression monumentale de ses pneus va agir exactement comme un piston hydraulique. Ça va forcer l'eau à détruire la route de l'intérieur en chassant toutes les particules fines de la fondation. C'est un processus qui ne fait pas de bruit, mais qui est absolument destructeur. Enfin, le quatrième et dernier point de notre analyse, le manque d'entretien préventif, le fameux suivi post-chantier. C'est un classique. Une fois la route terminée, le ruban coupé et les photos prises, on a tendance à complètement l'oublier. Et c'est une erreur monumentale. La vie de la route après sa construction est tout aussi importante que la construction en elle-même. Mais attention, on parle bien d'entretien préventif.
c'est-à-dire des interventions programmées à l'avance pour colmater les points faibles avant que la structure ne soit vraiment touchée. Ça n'a rien à voir avec l'entretien curatif, où on vient boucher un trou béant avec du goudron en catastrophe. Non, le préventif, c'est reboucher une minuscule fissure d'1 millimètre dès qu'on la voit, pour bloquer l'eau. C'est la médecine douce de l'infrastructure en quelque sorte. Parce que si on fait l'impasse sur cette médecine douce, la facture est salée. La dégradation d'une route, c'est exponentiel. Ça va de plus en plus vite. Imaginez, une toute petite fissure apparaît. L'eau rentre. L'eau affaiblit la base en dessous. Cette base, fragilisée, s'enfonce sous le poids du trafic, la petite fissure devient un nid de poule, les bords du trou s'effritent à chaque passage de roue, et voilà. En un claquement de doigts, une simple usure de surface s'est transformée en un désastre structurel complet. Et là, il n'y a plus le choix. Il faut tout reconstruire et ça coûte une véritable fortune. Au final, on voit bien comment une route meurt. Ça part d'études bâclées, on passe par des matériaux douteux, une exécution approximative pour finir sur un abandon total de l'entretien. Le truc, c'est que les solutions techniques, on les a. Elles sont parfaitement maîtrisées par des experts comme Kwaku Yao Stanislas. Ce n'est plus un problème de manque de savoir-faire, c'est un problème d'application stricte et rigoureuse de ce savoir-faire sur le terrain. Du coup, la vraie question qu'on doit tous se poser aujourd'hui, c'est que faudra-t-il pour qu'on applique enfin ces standards d'excellence de manière permanente et qu'on sécurise nos infrastructures pour l'avenir? Je vous laisse y réfléchir. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous.